Bonjour et bravo déjà pour l'effort. Vous avez choisi d'assister à une activité d'apprentissage à distance en méthodologie de recherche à l'attention non exclusive des étudiants cadres de santé en PromSoc. Bienvenue dans mon bureau. C'est pas encore l'heure de manger. Le cours peut donc commencer. Méthodologie de recherche est une des activités d'enseignement qui fait partie de l'unité d'enseignement numéro 4 de votre formation dénommée Interface. Interface, il en est bien conscient dans cette UE qui traite aussi bien d'économie, de communication, de statistiques et aujourd'hui tout particulièrement de méthodologie de recherche. Et votre métier est doté de nombreuses interfaces. Votre épreuve intégrée, je l'espère, sera dotée de nombreuses interfaces, y compris dans les réalités qui seront les vôtres par la suite. Je vous invite ici dans une série de 6 épisodes, dont voici le premier, qui a pour objectif, ou devrais-je dire pour finalité, votre épreuve intégrée. Mais en tout cas en première intention, puisque vous êtes en moyenne section, comme il me sourit souvent de le dire, à l'approche de la rédaction, de la réalisation, de la transmission, de la présentation de votre méso-EI, votre méso-épreuve intégrée, celle qui clôturera votre deuxième année. J'ai à vous fournir dans cette UE, et pas seulement cette UE, j'ai à vous fournir dans cette AE de méthodologie, et pas seulement elle, un certain nombre d'outils que vous allez placer dans votre caisse à outils et qui vous sont présentés comme un certain nombre de balises. Ici, j'ai ouvert la balise θ, une des nombreuses, pas si nombreuses que ça, lettres grecques qui structurent quelque part ces différentes balises qui vous font trouver votre chemin. Une balise, c'est pas nécessairement un but en soi, c'est un repère dans l'espace qui permet de vous déplacer. Les balises qui vont suivre la balise θ sont au nombre de 5, puisque nous sommes au premier épisode sur 6, se destinent plus spécifiquement à votre démarche opérationnelle. J'aurais dû dire, pour votre démarche opérationnelle, ouvrez et n'oubliez pas de fermer les guillemets. Cette démarche opérationnelle, qui n'est pas strictement opérationnelle au sens méthodologique du terme, elle l'est au moins sur le sens pédagogique du terme, c'est-à-dire comment choisir, comment éprouver une méthode, comment éprouver un outil, j'aurais pu dire aussi, je vais nuancer par la suite ces deux notions, sans les avoir essayées. Et vous savez, si en tout cas en recherche comme en méthodologie, voire même dans nos métiers dits impossibles, l'essai, éventuellement suivi d'erreurs, est largement sujet d'apprentissage, objet d'étude et de développement personnel, sans analogie à un courant de pensée managérial, bien entendu. Je vous propose donc, dans les 5 épisodes qui vont suivre, 5 méthodes. Nous allons d'abord les rendre explicites, poser un tout petit peu le cadre général de la recherche, de votre recherche. Ces 5 méthodes n'ont rien à voir avec les 5 M que vous avez découverts de différentes manières dans un cours de psychosociologie, en compagnie de Tony, en compagnie de Didier par exemple. Ces 5 M prennent le nom de 5 méthodes qui ont leurs particularités, que je vais souligner dans un certain nombre d'épisodes. Ma volonté a été de bien segmenter ces différentes méthodes pour que vous puissiez vous les approprier de manière théorique avant de tenter de les appliquer. Tenter, c'est pas péjoratif. Tenter, essayer, j'aurais dû dire, ben oui, tenter, essayer de les appliquer sur votre problématique, puisque c'est bel et bien l'enjeu de cette méso-EI qui est l'objectif majeur de cette année. 5 méthodes, mais qu'est-ce en réalité qu'une méthode ? Alors, nous apprendrons un petit peu plus loin à distinguer méthode de méthodologie, c'est un petit peu trop tôt. Une méthode, c'est pas le moyen ou même la raison pour fournir une solution, voire une réponse. Vous avez été probablement intrigué par le fait que réponse était dotée d'un S. Je préfère de loin le mot réponse qui est en accord étymologique et pas que avec le mot responsabilité, votre aptitude à répondre à quelque chose. Et il vaut mieux toujours avoir plusieurs réponses dans sa méthode, et chaque méthode va vous proposer une réponse qui ne peut jamais être considérée comme une, voire la solution. Je l'ai fait ce geste pour l'un d'entre vous, tout particulièrement bien entendu. En réalité, une méthode, c'est un ensemble
structurées, de principes, nous aurons l'occasion de les étudier, d'étapes, nous aurons l'occasion de les présenter, qui vont mettre à disposition de ces étapes et de ces principes un certain nombre d'outils. Nous avons déjà approché un certain nombre de ces outils, les statistiques pour les nommer bien entendu. Ces outils ont 3 finalités, même si les preuves intégrées ne destinent qu'aux 2 premières. Une méthode va donc vous fournir un certain nombre de moyens, d'outils pour percevoir, observer, recueillir des informations en vue dans un second temps de les analyser. Et on va voir que chaque méthode a sa manière pour recevoir comme sa manière d'analyser et les deux sont idéalement coordonnés. Et une méthode est bien, en 2 temps certes, le moyen de parvenir à la prise de décision avant l'action. Réfléchir avant d'agir est probablement une phrase que j'ai entendue souvent de la part de mes grands-parents et de mes parents, et je pense qu'elle garde tout son sens, particulièrement dans cet univers-ci. Vous avez vu ces balises se succéder avec 2 complémentaires que vous ne verrez pas. Je vous ai bien dit, 6 épisodes dont celui-ci, 5 méthodes, 1, 2, 3, 4, 5, les 5 premières balises qui sont apparues correspondent bien aux 5 épisodes qui vont suivre. J'aurai l'occasion d'expliciter pourquoi il y en a 2 supplémentaires un tout petit peu plus tard, puisque je vais les énumérer tous les 7. Et on va voir l'intérêt d'en avoir plusieurs. Vous pourriez déjà me dire, oui, mais c'est plus facile d'en avoir qu'une seule. Oui, mais une seule solution, la solution finale, terminale. Non, c'est pas ainsi que je conçois le développement de votre pensée, de vos réflexions, de vos décisions, de vos actions en fin de compte, dont vous serez les seuls et uniques responsables in fine. J'ai largement souligné, et ça se retrouve dans la grille d'évaluation, et bientôt une capsule vidéo envisagera l'évaluation, pas seulement de votre MESO-UI, mais de manière plus générale, et pas que pour vous, donc les preuves intégrées. Le lien est une notion, et même un critère d'évaluation des épreuves intégrées. Le lien, c'est aussi la base des fonctions et des métiers du soin, c'est aussi la base des métiers de l'encadrement. J'aurais pu dire, c'est une des caractéristiques des 3 métiers impossibles. Les liens vont être recherchés, à vous de les mettre en œuvre, de les mettre en évidence, de les mettre en exergue. Alors, il existe bel et bien du lien, et là, la littérature est largement généreuse sur cette question-là. Nous pourrions en débattre, bien entendu, et je vous invite à noter vos questions et vos commentaires pour alimenter un débat à venir. Il y a bien un lien entre recherche et qualité. C'est-à-dire une profession ici de soins qui recherche, qui s'interroge donc avec méthode sur un certain nombre de pratiques à la recherche de sens, j'aurai l'occasion de le répéter plusieurs fois, eh bien, inévitablement améliore la qualité de soins tout autant que d'autres pratiques tournées vers la qualité ou la sécurité des soins. Je corrobore et j'accentue encore ma réflexion en disant que pratiquer de la recherche, c'est curieux le mélange, pratiquer de la recherche, c'est inévitablement construire une identité professionnelle de plus en plus forte, j'aurais dû dire, de plus en plus légitime, y compris dans une société qui cherche du corps, et particulièrement en matière de scientificité, même si nous découvrirons avec ces 5 méthodes qu'il y a plusieurs manières de se légitimer, et il y a plusieurs dimensions tout aussi légitimes dans la science. Tout est question de méthode, ça veut dire de choix entre ces différentes méthodes, et c'est bien à ce que je vous convie inévitablement. Quelqu'un qui sait pourquoi il fait probablement mieux ce qu'il a à faire. Et il va continuer à entretenir cette curiosité, cette recherche de sens, bien entendu, qui ne peut que participer à la légitimation du corps professionnel dans lequel il se trouve, dans lequel il agit. Et il pense, bien entendu. Penser, c'est pas un acte isolé, strictement égotiste, comme on le dirait en philosophie. Clairement, une profession qui met en place des processus de légitimation par la recherche de ces pratiques professionnelles est bel et bien dans la voie de la professionnalisation. Et les métiers du soin, les métiers de l'éducation et les métiers de l'encadrement, particulièrement en milieu d'éducation et plus encore de soins, ont nécessité à légitimer leurs pratiques pour de multiples raisons dont nous pouvons débattre bien entendu. Revenons dans les objectifs plus pédagogiques, si je peux utiliser ce terme-là. Nous aurons à notre disposition particulièrement cette année 5 méthodes plus 2, j'y reviendrai, je vous l'ai promis bien entendu, et un certain nombre d'outils, de techniques de recueil et de traitement des données. Là, c'est un tout petit peu la critique
que je peux émettre par rapport au dossier pédagogique de votre formation, ma volonté aurait été de mettre tous ces outils ou techniques de recueil et traitement de données dans votre 3e année. Ça veut dire que l'AE de statistique, j'aurais préféré qu'elle soit rattachée à l'UE numéro 7, celle où vous allez retrouver de la méthodologie de recherche au cours de votre 3e année. Pourquoi? Eh bien, on l'a souvent dit dans une balise précédente en particulier, que mettre à disposition des outils sans connaître les raisons pour lesquelles j'ai à choisir tel outil, avec ses avantages et ses inconvénients, j'y reviendrai, c'est quelque part faire l'impasse sur le sens, sur les raisons, sur les motifs et motivations à choisir sur ces outils-là. Et on est dans une époque très technique, j'aurais dû dire technologique, voire technocratique, et je pense que c'est une erreur qu'il ne vaut mieux pas connaître, y compris dans votre épreuve intégrée. L'approche est volontairement plurielle, je vous l'ai dit tout à l'heure. 5 méthodes, voire même 7 méthodes, c'est en plus un chiffre très symbolique, particulièrement dans certaines cultures. Je n'ai pas à vous imposer mon choix, mes préférences, mes habitudes, voire même mon idéologie. Mais sachez que vous, par votre choix de méthode, par votre choix d'outils, je reformule, par vos choix d'outils, par vos choix de méthode, par votre choix de problématique, en réalité, vous faites pile l'inverse. Par votre choix de problématique qui va être adapté par les méthodes auxquelles vous allez vous prêter là maintenant et par les outils que vous allez choisir en accord avec la méthode et en accord avec la problématique ainsi problématisée, je viens juste après, c'est à vous de le faire parce que c'est une manière d'exprimer votre positionnement et en exprimant votre positionnement de manière argumentée, vous légitimerez votre positionnement, vous légitimerez vos compétences, vous légitimerez probablement aussi l'obtention de ce censuré diplôme, bien entendu. Aucune, je dis bien aucune de ces méthodes ne peut prétendre à obtenir l'adjectif qualificatif et qualifiant de parfait. C'est tout au plus un idéal type au sens que prête Weber de ce terme-là. Ça veut dire c'est une manière de théoriser d'abord, de mettre en pratique un aspect bien particulier, un regard particulier qui ne peut prétendre tout globaliser dans son approche. On aura l'occasion largement de souligner cet aspect-là, bien entendu. Donc, nouvelle définition de la méthode, précision quelque part. C'est bel et bien un moyen, cette méthode, de créer une relation singulière, peut-être très momentanée, démultipliée en tout cas dans votre méso-EI, entre un chercheur. Vous n'êtes pas amené à être des chercheurs professionnels, mais vous êtes amené quand même à rester dans cette phase qu'on appelle la recherche, la curiosité, j'aurais pu dire, qui est loin d'être un vilain défaut et qui devrait même devenir une compétence dans un certain nombre de métiers, en tout cas à visée professionnalisante, et un terrain de recherche. Ce terrain de recherche, ce n'est pas votre unité de soins, ce n'est pas votre institution, c'est l'encadrement en milieu de soins, en milieu de production de soins, puisqu'il y a un cours d'économie qui se produit malheureusement. Tout est bel et bien question de choix. Et choisir, c'est inévitablement douter. On a déjà parlé de scepticisme, y compris organisé. Et bien d'ailleurs, une méthode, voire plusieurs méthodes, 5 voire 7 méthodes, c'est bel et bien un moyen d'organiser, méthodologiquement, systématiquement, j'aurais pu dire, votre doute, votre scepticisme, bien entendu. Ça peut en inquiéter certains, mais c'est une caution morale, légitime, pour reprendre le terme largement utilisé dans la diapositive précédente. Chaque méthode va vous apporter un éclairage particulier. Alors probablement qu'au moment où vous avez écrit et puis vous avez commencé déjà à faire quelques recherches, y compris d'ordre conceptuel, notionnel, j'aurais pu dire, sur votre problématique ou sur les mots-clés de celle-ci, bien entendu, vous vous êtes déjà aperçu que plusieurs options sont possibles, plusieurs éclairages sont possibles. Et je vous ai habitué avec les paradigmes, y compris en sociologie, en psychosociologie, et pas que d'ailleurs. Chaque méthode va vous apporter un éclairage particulier. Au plus vous aurez d'éclairage, c'est comme au plus vous aurez corde à votre arc, au plus vous avez des chances de concevoir, d'approcher en tout cas, la globalité de la problématique, de cette situation, de ce terrain, avec ses particularités et aussi ses éléments plus généraux, plus communs. Oserais-je utiliser ce terme? Allez, je vais encore aller plus fort, plus banaux, puisque les situations d'engagement ne sont pas propres à celle-là. On aura l'occasion d'en discuter dans le cadre de votre projet de stage, par exemple. Donc, chaque éclairage, chaque possibilité de réponse, si je reprends un exemple précédemment utilisé, aura son intérêt, bien entendu, aura son avantage, ses avantages, et son intérêt, ses intérêts. Cherchez-les systématiquement, mettez-les en évidence, y compris en contrepoint des inconvénients et des limites
de chacun de ces éclairages. S'il n'y a pas de méthode, ni d'outil, ni de personne parfaite, bien entendu, c'est que chaque option, chaque éclairage, qu'il soit d'ordre conceptuel, parenthèse refermée, qu'il soit d'ordre opérationnel ou plus exactement méthodologique, chaque éclairage aura ses avantages et ses intérêts. Vous avez vu mes mains, mes doigts plus exactement, si vous trouvez un avantage, et ils sont souvent plus faciles à trouver dans les méthodes vers lesquelles vous êtes naturellement, mon œil, naturellement attiré. On a des tropismes comme ça parce que ça semble répondre, ça semble même être la solution comme je l'évoquais tout à l'heure. Pour chaque avantage, intérêt que vous trouvez, essayez de trouver au moins un inconvénient ou une limite. Essayez d'avoir une sorte de synchronisation entre avantages et inconvénients. Coûts, bénéfices sont des choses auxquelles on vous a habitué et on continuera à vous habituer. Nous résumons ça en méthodologie de recherche par un seul mot qui a l'avantage d'être paradoxal, et Dieu sait si c'est parfois intéressant, les paradoxes. Le biais, c'est pareil. Les biais, c'est pareil. Nous aurons l'occasion de les souligner dans chacune de ces méthodes. N'oubliez pas d'être particulièrement attentif à l'apparition, à l'entretien même d'un certain nombre de biais. Les biais peuvent parfois utiliser, mais prenez l'habitude de tenter de les repérer, de les identifier, de les comprendre ou de les expliquer pour mieux quelque part, in fine, les maîtriser. Ne refusez-les pas. Ne refusez pas l'apparition de ces biais, bien entendu. Nous en créons chaque fois que nous prenons une décision, puisque aucune de nos décisions n'est parfaite. Métier impossible, nous le dirons suffisamment. Ce premier épisode a pour objectif de planter le décor, vous l'avez déjà largement compris en faisant du lien avec le projet de cette année, le projet ultime de votre formation, le sésame qu'on appelle l'épreuve intégrée, qui passe par toute une série de phases de recherche méthodologiquement organisées, y compris à l'aide de micro, méso, macro épreuves intégrées, bien entendu. La recherche ne signifie pas qu'on cherche toujours au même endroit. Vous connaissez peut-être cette image très symbolique de l'ivrogne qui cherche ses clés qu'il pense avoir perdues autour d'un réverbère parce qu'il, là au moins, il fait clair. Peut-être que ses clés sont d'ailleurs dans sa poche. Recherche, c'est pas répéter la cherche au même endroit, la curiosité au même endroit, c'est bien entendu aussi l'intensité, l'ouverture, la macroscopie de votre démarche de recherche, même si très naturellement on est toujours attiré par l'un ou l'autre aspect. Prenez cette habitude d'aller aussi dans la contradiction. Ça peut représenter un problème, ça peut représenter une difficulté. Ne confondez pas nécessairement problème et difficulté, bien entendu. Le problème, la problématique, celle qui est le point d'initiation et aussi le point d'entretien de votre recherche, même si elle n'est pas scientifique, elle a néanmoins un intérêt. Vous avez eu à votre manière l'opportunité de vous poser la question, tiens, est-ce que ma recherche à visée professionnelle est-elle aussi scientifique? Se dote-t-elle d'un certain nombre de moyens scientifiques? Le devient-elle automatiquement? Je ne pense pas que ce soit l'utilité. Je pense que la plupart des situations, des contingences, si vous vous rappelez le sens de ce mot-là, de vos encadrements, des situations que vous allez rencontrer, se prêtent pas toujours à généralisation. Des aspects vont se généraliser, mais c'est aussi l'enjeu d'une des méthodes qui peut paraître très éminente, et elle l'est d'ailleurs pour toute une série de raisons, y compris la présence de statistiques dans la même UE d'ailleurs, c'est cette volonté de faire avec un certain nombre d'éléments particuliers une généralité en passant par une phase de généralisation, de transformer une ou plusieurs expériences, voire même la répétition de l'expérience, vous voyez un petit peu à quelle méthode je pense déjà, et à la transformer en une loi qui est donc générale, commune, qui va faire office de théorie. Alors, théorie, comme dans théologie, on a bien cet aspect un petit peu qui dépasse tous les autres, bien entendu. Eh bien, en théorie, qu'on soit en sociologie, en psychologie, et ça va se retrouver, et on l'a déjà souligné en méthodologie de recherche, nous avons deux grands paradigmes. Un paradigme très mécaniste, le plus principal, je viens de le citer, c'est la cause entraîne un effet, et un mécanisme, un paradigme plus biologique, plus globalisant peut-être, et vous avez vu mes mains avec plusieurs éléments qui interagissent entre eux de manière moins linéaire que dans le premier. Point suivant, dans la recherche scientifique, on a l'habitude dans la recherche scientifique de distinguer 2, voire 3 niveaux. Aucun de ces 3 niveaux, mis à part dans une certaine mesure, j'y reviendrai, le deuxième, aucun de ces 3 niveaux
ne vous concerne, puisque je le répète, vous ne faites pas de la recherche pour faire de la recherche. Vous faites de la recherche à des fins pratiques, à des fins pragmatiques aussi. Apprenez à bien distinguer ces termes, comme tous les autres termes que vous utilisez, que vous les écriviez ou que vous les énonciez verbalement, bien entendu. Ce qu'on appelle la recherche fondamentale, le premier point, je vais prendre un univers que vous connaissez bien, celui du médicament. Eh bien, la recherche fondamentale, c'est la chimie. Ça veut dire je manipule des molécules, des atomes, et j'essaie de voir qu'est-ce que ça donne. Et je vais faire un certain nombre de découvertes qui vont me permettre éventuellement de tomber ou de gravir plus exactement à un autre échelon, une autre forme de recherche, pardon, ce qu'on appelle la recherche appliquée. C'est-à-dire trouver une application à ce que j'ai découvert par ma recherche fondamentale. Alors, application, vous voyez bien qu'une application n'est pas forcément pratique. Elle peut le devenir, bien entendu, si elle a un intérêt, si elle a une opportunité, bien entendu. Et regardez quand même ce changement qui est assez notoire, et je pense déjà vous en avoir parlé. Si pour les deux premiers types, c'est mieux si je parle français, types de recherche, on avait un adjectif qualificatif. Ici, on se retrouve avec deux substantifs qui sont des mots valises. Recherche-action, c'est bien mêler deux choses différentes en même temps. Ça peut avoir des avantages, ça peut avoir des intérêts. La recherche-action a un certain courant d'opportunisme, je crois, dans le management, déjà le choix du mot, dans les soins infirmiers, vous avez probablement dit, mais en tout cas, cette recherche-action me permet de vous parler d'un rapport IR, implication-distanciation, dont nous aurons l'occasion à chaque reprise, à chaque méthode, de nous poser la question, puisqu'il sera chaque fois question d'implication et de distanciation. C'est un rapport, un lien, comme je le disais précédemment, qu'il faut, j'utilise pas souvent ce mot-là, impérativement, j'insiste donc, interroger quand je choisis une méthode, quand je choisis un outil, quand je choisis même une problématique. Nous avons déjà évoqué des aspects très implicatifs dans ces choix-là avec passionnels, militants et autres, etc. L'épreuve intégrée telle qu'elle est conçue dans notre école ne relève pas de la recherche-action. Elle peut relever d'une certaine mesure dans une recherche appliquée, mais son application immédiate, elle est essentiellement pédagogique, j'insiste bien là-dessus, et nous pourrions bien entendu en débattre, parce que quelque part, le danger de l'application, et plus encore de la recherche-action, là où les deux se mêlent quelque part, c'est de mettre la charrue avant les bœufs, de mettre la charrue à côté des bœufs, et dans les deux cas, ça ne va pas fonctionner. Quelque part, c'est à vous de trouver l'usage de votre fonction, des compétences que vous avez acquis par cette formation, et tout particulièrement par l'épreuve intégrée. Rapport d'implication-distanciation, nous y reviendrons fréquemment. Vous avez vu apparaître, c'est une curiosité, le bas de la diapositive. C'est-à-dire que les choses vont se remplir par le haut. Je vous rappelle ce choix que j'assume pédagogiquement et même bien plus que ça, dans cette pluralité des moyens à mettre en œuvre. Toutes les problématiques ont leur intérêt à partir du moment où tout ça est systématiquement, méthodologiquement organisé à l'aide de méthodes et d'outils judicieusement choisis et susceptibles d'être argumentés anticipativement, voire même au décours d'une question, d'un débat, d'une discussion. On a pu l'évoquer précédemment. La pluralité, c'est quand même la base de nos démocraties. On aura l'occasion d'en parler en économie politique. La pluralité, c'est aussi la chance de garder la diversité, de pouvoir s'adapter aux réalités de la vie, d'un terrain, d'un milieu qui est par nature et par essence, j'aurais dû dire, extrêmement changeant. On ne va pas refaire le cours de psychosociologie, nous sommes dans un cours de méthodologie. La recherche en soins de santé, la recherche en encadrement de soins de santé, je terminerai d'ailleurs par là, histoire de l'amener. D'abord, un objectif relativement général que je vais affiner par la suite avec un certain nombre de propositions plus ou moins orientées. On retrouve cette question de la légitimation évoquée précédemment. C'est bel et bien d'élaborer, développer de manière critique un certain corpus, comment on le dit, un certain corps de conscience, donc de connaissances, pardon, un ensemble organisé de connaissances qui sont mis à la disposition d'un corps de métier, d'un métier, d'une fonction, pourquoi pas, même si les deux éléments ne doivent pas nécessairement, méthodologiquement, être confondus. Chaque méthode a donc ses prétentions scientifiques, a donc ses moyens de validation. Je vous renvoie vers la balise epsilon. Chaque fois, cette méthode de constitution d'une connaissance
de sens, j'y reviens juste après, va s'être mis au service d'une pratique. Et là, on retrouve bien l'intérêt pratique de la recherche. Mais j'insiste tout particulièrement, l'épreuve intégrée n'a pas de dimension pratique en dehors du cadre pédagogique qui est le nôtre. L'aspect pratique viendra après. Si vous le voulez, c'est votre liberté ou en tout cas votre autonomie. La pratique, elle est bien entrée avec cet exercice singulier qu'on appelle l'épreuve intégrée. Alors, quelques finalités qui sont très macro, bien entendu, on l'a bien dit tout à l'heure, une démarche de recherche, quelle que soit la méthode et les outils utilisés, va permettre de valider un savoir, une manière de le légitimer, de le constituer, de le solidifier, si vous voyez ma main qui se consacre. C'est aussi un moyen, une finalité de questionner des savoirs. Vous voyez, un tout petit peu, on retrouve la spirale qu'on a vue dans une balise précédente. Valider m'amène à créer de nouvelles zones d'ombre qui vont me permettre à nouveau de questionner, d'évaluer des savoirs et donc des pratiques. Et on a bien ce cycle qui fait avancer probablement un métier et une fonction, probablement évoluer une institution, voire une société pour refaire de la micro, méso, macro sociologie, bien entendu. Il y a probablement un intérêt tout particulièrement dans ce métier impossible où on veut soigner ou même promouvoir la santé d'une société et des individus qui la composent. Je pense que très indirectement peut-être, mais ce n'est pas pour autant négligeable et ça ne doit pas être négligé en tout cas par vous les acteurs de demain en termes de gestion de la santé, certes aussi de manière indirecte, vous avez un rôle à jouer en matière de santé par justement ce management, cet encadrement des équipes, ce management et cet encadrement des pratiques de soins, bien entendu, avec un certain niveau de qualité, de sécurité. On ne va pas refaire d'autres cours que vous aurez d'ailleurs l'occasion d'explorer encore et d'autres manières avec d'autres professeurs que moi. Il y a aussi, bien entendu, un intérêt qui est caractéristique des 3 métiers impossibles, où il y a nécessité, voire même un enjeu à communiquer dans le sens plein du terme, ça veut dire à partager nos découvertes, y compris avec ces difficultés. J'aurais pu prendre le mot biais, bien entendu, histoire de revenir sur des choses relativement habituelles, qui devraient devenir habituelles dans les démarches de recherche en tout cas. Là, on se focalise de plus en plus sur la dimension encadrement. On parlait lien tout à l'heure. La fonction d'encadrement est une fonction de reliance, comme on le dit dans d'autres univers. Probablement un mot qu'on n'utilise pas assez dans nos univers de l'encadrement en milieu de soins. Mais vous êtes là pour mettre en synergie des compétences de plus en plus multidisciplinaires. Multidisciplinaire ne suffit pas nécessairement interdisciplinarité, c'est bel et bien une dimension non négligeable. La recherche peut s'intéresser justement à ces synergies à mettre en œuvre. Il y a aussi, et là on pourrait faire une allusion très très forte, mais pas que avec cette UE qui est l'UE 6, celle de votre stage, transférer un certain nombre de compétences entre différents lieux de pratique, différents lieux de soins. Ça, vous les imaginez facilement par votre parcours professionnel de base, j'aurais pu dire, mais on sait aussi que les pratiques d'encadrement, comme les pratiques de soins, peuvent avoir un intérêt dans le transfert. Ça veut dire, tiens, comment est-ce qu'on dirige une équipe, une institution tout à fait différente, apparemment tout à fait différente de celle d'une production de soins. Il y a probablement un certain nombre d'éléments de connaissances théoriques, mais aussi très pratiques, qui sont transférables. Et transférer, on l'a vu dans la balise Epsilon, c'est pas à faire du copier-coller. C'est pas à ramener quelque chose brut de décoffrage. Non, au contraire, c'est transférer, c'est adapter un certain nombre de connaissances issues d'autres terrains, d'autres univers, voire même apparemment très différents. Vous avez vu, j'ai utilisé 2 fois l'adverbe apparemment. Ça a un réel intérêt pour enrichir quelque part un certain nombre de pratiques. Je vais terminer par l'enjeu principal de votre épreuve intégrée, qui vous laisse encore un peu de temps d'ailleurs cet enjeu-là, mais histoire d'y travailler. Il y a bien cet enjeu de professionnalisation, l'ai-je souligné tout à l'heure, certes des professionnels de santé, mais d'abord des formes d'encadrement, des personnes qui assurent cet encadrement, bien entendu, et ça se fait pas comme ça légèrement, comme on l'a longtemps cru, avec ce charisme qui peut bien entendu naître d'un certain nombre de choses. Et la recherche est d'ailleurs un moyen de conquérir une certaine forme de charisme, bien entendu. Poursuivons en utilisant des mots qui posent un certain nombre de problèmes. Sujet, objet, subjectivité, objectivité, subjectivation, objectivation. Voilà des univers très paradigmatiques
que nous aurons l'occasion de souligner, bien entendu, mais ici, qu'il soit considéré comme un sujet ou un objet, quand on évoque le soin ou plus encore l'encadrement, l'être humain est l'objet ou le sujet d'étude. Il va être bénéficiaire ou victime des pratiques d'observation, des pratiques d'enquête, si vous préférez que j'utilise ce mot-là, d'éventuellement d'un certain nombre de manipulations, dans les deux sens qu'on peut utiliser ce terme-là, bien entendu, et inévitablement, ça pose une question d'ordre éthique. D'ailleurs, au cours de votre 3e année de formation, vous aurez une UE dont un des aspects va être le questionnement éthique ou déontologique, même si je préfère de loin le mot éthique, particulièrement dans la sphère de l'encadrement. Le champ, alors le champ, il est c'est comme l'Amazonie. Le champ de vos problématiques, il peut être très très vaste. Le seul champ auquel nous allons, nous lecteurs de votre épreuve intégrée, le vérifier, c'est celui de l'encadrement en milieu de soins. Et vous le savez déjà par toutes les formes que va prendre cet encadrement en milieu de soins, que ce champ est donc bien vaste et varié, et probablement aussi avec un certain nombre d'interactions. Je vous parlais de transfert, j'aurais pu parler de complexité, j'en reparlerai juste après. Je tente de faire une synthèse très momentanée, on aura l'occasion de la retravailler, cette synthèse, hein, donc c'est l'intérêt aussi d'une synthèse, c'est qu'elle puisse être réinterrogée, c'est comme la conclusion d'un chapitre avant d'en commencer un autre, bien entendu, accepter ce cheminement, ce processus, parce qu'il est extrêmement enrichissant professionnellement et pourquoi pas personnellement. N'oubliez pas que nous sommes en promotion sociale. Expliquer ou comprendre. Voilà à nouveau nos deux paradigmes représentés. Expliquer, paradigme quantitatif, quantitativiste, si vous voulez que j'accentue la sphère idéologique. Comprendre, sphère qualitative, qualitativiste en méthodologie. Les deux sont des options, sont des choix, on aura l'occasion de les souligner, et tout choix, à partir du moment où il est argumenté, à partir du moment où vous pouvez l'argumenter dans la discussion, dans la critique, si vous le préférez, se valent. Donc, expliquer ou comprendre, c'est votre décision. Il vaut mieux que cette décision soit réfléchie. Expliquer au probande des problématiques de santé, des problématiques de pratique professionnelle, particulièrement tournées vers l'encadrement. Et il me plaît d'ajouter la formation parce que probablement que c'est un aspect de vos missions qui peut parfois être mis entre parenthèses pour toute une série de raisons, y compris institutionnelles, bien entendu. Elle peut concerner cette problématique, tous les aspects de votre encadrement des soins, et les soins sont par nature multiples, non seulement par le lieu de production, je vous parlais d'unité, d'institution, et il n'y a pas que l'hôpital, nous l'avons souligné dans un cours de sociologie, bien entendu, mais aussi dans tous les aspects du soin, bien entendu, et je pense qu'un certain nombre de vos connaissances, voire même de vos compétences de soignants, sont transférables, et vous vous rappelez qu'il y a un certain nombre de conditions au transfert, à la transférabilité, comme on l'a dit dans la balise Epsilon, à ces compétences pour qu'elles deviennent de néo-compétences, des compétences d'encadrement ou managériales, si vous préférez le terme. Accepter cette évidence qui est là, probablement la seule, dans une démarche de recherche, dans une démarche d'épreuve intégrée. C'est la complexité. Veuillez, s'il vous plaît, messieurs, dames, ne pas confondre complexité et complication. Quelque chose de compliqué n'est pas forcément complexe. La complexité est un phénomène présent dans toutes les situations humaines, dans toutes les problématiques, toutes celles que vous allez tenter de mieux comprendre ou d'expliquer selon le choix paradigmatique que vous ferez à l'aide de ces 5 méthodes, puisqu'on va les positionner sur ces paradigmes juste après, bien entendu. Question pour un champion. Liée au cours de méthodologie, la problématique est la suivante. Vous êtes face à un certain nombre de balises, vous êtes face à un certain nombre de méthodes et d'outils, votre caisse s'alourdit de plus en plus par l'adjonction d'un certain nombre d'outils et que ça vous rassure ou ça vous inquiète, l'UE7 de votre 3e année de formation va encore l'amener. Comment choisir? Je reposerai cette question-là à la fin des 6 épisodes. Quelle méthode choisir? Et ne l'oublions pas, les biais, le super biais quelque part, c'est que choisir une méthode, choisir un outil, a inévitablement une influence, directe ou indirecte, mais inévitablement une influence sur l'objet ou le sujet, si vous vous rappelez la distinction de recherche, mais aussi sur le processus de connaissance, le processus cognitif, j'aurais pu utiliser ce terme-là, bien entendu.
Ça veut dire que ces deux questions-là doivent être régulièrement posées parce qu'elles sont non seulement source de biais, mais elles vont aussi vous permettre d'exprimer votre positionnement de manière bien plus argumentée, j'aurais pu dire de manière bien plus rhétorique. La meilleure manière pour choisir une méthode, un outil, pour apprécier son degré d'influence, c'est bel et bien de l'essayer, de la mettre à l'épreuve. Et là, nous sommes à nouveau dans le discours proprement méthodologique. Je ne vous propose pas de choisir entre méthode et méthodologie. Je vous invite à faire les deux en même temps. Alors, j'irai à la limite cette année, vous allez le faire 5, voire 6 fois, voire 7 fois. Ce mélange entre méthode et méthodologie. Je rappelle rapidement la définition de méthode. Donc, c'est un ensemble organisé et choisi d'outils de perception ou d'observation, puis d'analyse ou de traitement, je le disais tout à l'heure, qui amène à une décision ou en tout cas à une prise de position. La méthodologie, alors on pourrait dire c'est l'étude des méthodes, c'est un peu comme ça que le dossier pédagogique le prévoit d'ailleurs. Je pourrais prendre le sens premier du terme avec logie, logos, discours. Le discours sur la méthode, ça veut dire le discours que vous allez tenir pour montrer que la méthode que vous avez choisie est suffisamment pertinente, quoique biaisée, pour obtenir le résultat escompté et valider votre connaissance de la problématique et pas seulement du métier, de la fonction, des compétences qui en reviennent bien entendu. Donc, méthode et méthodologie sont indéboulonnables et un étudiant et chercheur qui est capable de tenir le discours sur sa méthode, c'est pas de moi, c'est d'André Descartes, hein, c'est inévitablement un étudiant qui maîtrisera mieux sa communication, qui légitimera mieux ses chances de conviction, bien entendu, et on sait que c'est un critère d'évaluation et donc de réussite de votre épreuve intégrée. Donc, n'hésitez pas à développer ce discours sur la méthode. La problématique, bah oui, c'est comme ça qu'on a commencé cette deuxième année, en tout cas en ma compagnie. Je vous ai posé cette question de manière un peu abrupte, je l'ai même posée 2 fois. Soumettez-moi, j'adore le verbe, proposez-moi une problématique. On a donné les caractéristiques, je peux vous les rappeler, surtout si vous me posez la question, mais je pense avoir largement mobilisé ça. Les problématiques sont multiples, elles prennent différentes formes. Utilisez aussi ces mots-clés, réagenciez-les et vous allez vous rendre compte que cette problématique se modifie. Et c'est bien ce à quoi va vous obliger ou vous inviter cette démarche très opérationnelle, particulièrement opérationnelle de la méso-EI. Problématique, c'est problématiser. On dit parfois, mais ça sert à rien de créer un problème quand tout va bien. Ben, il n'y a pas de recherche, il n'y a pas de curiosité, il n'y a pas de méthode, il n'y a pas d'outil de méthode. S'il n'y a pas eu une situation qui a été problématisée. D'ailleurs, on utilise dans le jargon pédagogique la notion de situation problème ou de situation problématique. Problématiser, c'est mettre en question la situation. Tiens, est-ce que, ou si, et là, bref, questionner, ça reste quand même un moteur de l'avancement, du développement d'un certain nombre de connaissances, pas seulement individuelles, mais bien entendu collectives, et nous sommes bien dans une dimension collective. On va distinguer 3 niveaux de problématisation, 3 manières de questionner, y compris en utilisant des mots qu'on va articuler par la suite, y compris par le rapport d'implication. Juste après, il y aura distanciation, bien entendu. La plupart d'entre vous, et on a eu l'occasion de questionner ça, de problématiser ça, y compris par un certain nombre de dérives passionnelles, militants, maisons, institutionnelles, rappelez-vous un petit peu tout ça, pratique même aussi, hein. Eh bien, je reprends ce terme-là ici pour parler que bien souvent, votre problématique, elle prend comme point de départ, comme source, une pincette, un désagrément ou une agréable surprise, les deux sont bien possibles, qui prend sa source dans votre quotidien, dans votre pratique. Et c'est bien là où vous êtes le plus impliqué. Positivement ou négativement, peu importe. On ne va pas refaire le cours de psychosociologie dans un chapitre où on distinguait problème de projet. Enfin, on n'a pas distingué tant que ça, on a presque dit que c'était à peu près la même chose. Deuxième forme de problématique, et on va voir que selon la méthode, l'un peut arriver à l'autre, c'est pas ça le problème, puisque les deux sont quelque part indéboulonnables. Il y a toujours de la pratique et de la théorie. Il n'y a pas de bonne théorie sans bonne pratique, il n'y a pas de bonne pratique sans théorie. Le pourquoi et le comment devraient toujours aller de pair. Volontairement, ce sont des choix qui n'ont pas été retenus, donc il n'y a pas de partie théorique, il n'y a pas de partie pratique. Il y a une démarche, c'est une autre chose qu'une partie, plus conceptuelle, et une démarche plus opérationnelle, même si cette année, il y a des guillemets à opérationnel.
La problématique théorique, c'est une manière de se distancier. La théorie, les notions, les différents courants de pensée, les différents auteurs dont vous allez traiter particulièrement dans votre démarche conceptuelle vont vous donner une certaine distance, un certain point de vue autour d'une notion et donc quelque part de votre problématique, bien entendu. Ici, ce qui va nous occuper dans les 5 épisodes à venir, très méthodologiquement d'ailleurs avec ces 5 méthodes, c'est une certaine démarche de transversalité à laquelle je vous convie. Ça veut dire que organiser ce questionnement, vous l'imposez quelque part, puisque c'est ma possibilité d'enseignant, de vous faire passer au crible votre problématique de 5 méthodes, inévitablement à devoir faire des petits exercices de contorsion, je verrai bien comment vous vous y êtes prêté, va inévitablement modifier votre problématique, votre perception, votre choix de méthode, vos outils et probablement vous ouvrir à un certain nombre de possibilités, bien entendu. Cette transversalité, elle est une évidence en tout cas dans la méso-EI, même si pour la suite, il va bien falloir se fixer sur une méthode ou sur une hybridation de 2 méthodes. Encore une fois, pas dans les extrêmes. Les hybridations vont être possibles que dans les conjonctions, bien entendu. L'enjeu de la problématique. Sa finalité, c'est bien et bien la recherche de sens. On le sait même de plus en plus. Il n'y a pas de comment sans pourquoi, il n'y a pas de pourquoi sans comment. Je pense que même si dans un certain nombre d'idéologies, on a tendance à les séparer, il devient de plus en plus évident dans l'encadrement, dans le management, et il y a des attentes énormes, et la reconnaissance n'a fait que débuter. D'ailleurs, reconnaissance pourrait se terminer par sens. On l'a fait avec certains étudiants qui ont traité du sujet. Allez donc lire les épreuves intégrées là-dessus. La quête de sens est un réel problème de notre époque qui s'en voit accru dans la sphère du soin, qui se voit accru dans la sphère de l'encadrement et particulièrement en milieu de soins. Il y a ce phénomène cumulatif quelque part auquel vous serez exposé, bien entendu. Je pense qu'une des causes, c'est un peu fort, un déterminant non négligeable des épuisements professionnels, des risques psychosociaux, enfin bref, toutes ces choses dont on parle malheureusement de plus en plus, peut trouver une source, une explication ou un modus de compréhension dans ce défaut ou dans cette absence de sens de nos pratiques. Donner du sens, c'est donner une direction, et donner une direction et donc du sens, c'est bien là le rôle d'un gouvernant, le rôle d'un cadre, le rôle d'un chef, guillemets, oblige, que vous soyez manager ou leader, cadre en tout cas, c'est ce que je vous souhaite. Passez en revue maintenant les 5 épisodes dans un certain ordre. De toute façon, vous regarderez les vidéos dans l'ordre que vous voulez, vous les traiterez dans votre méso-EI dans l'ordre que vous voulez, et je ne vais pas spécialement suivre l'ordre auquel je vais les rendre. Je commence par la méthode expérimentale. Retenez cette lettre E qui sera chaque fois la première lettre de l'adjectif qui qualifie la méthode. Pourquoi commencer par celle-là ? Parce que j'ai parlé de Descartes tout à l'heure, Descartes, cartésianisme tout à l'heure. La médecine n'en est pas indemne, on en reparlera et on en a déjà parlé, bien entendu. La méthode expérimentale, alors on bosse rapidement. On ira dans le détail, se base, avant de poser sa thèse, se base sur une hypothèse. Le mot hypothèse est curieusement issu du monde de la philosophie, qui est probablement plus qualitatif que ne l'est la méthode expérimentale. L'hypothèse se caractérise par la présence de 2 variables qui sont liées par un lien unique. Le lien unique qui relie la variable dépendante à la variable indépendante, la variable de cause à la variable d'effet. Allez les mettre dans le bon ordre, s'il vous plaît. Volontairement, je sème le trouble dans vos esprits pour vous mettre en phase d'interrogation. C'est le lien de cause à effet, le lien de causalité qui va être interrogé, observé, analysé et in fine interprété par cette méthode expérimentale, qui se base bien entendu sur des éléments de mesure, à la recherche d'invariants. L'invariant statistique sur lequel nous nous sommes attardés, sur lequel nous avons procédé à un certain nombre de calculs, c'est celui de la moyenne. Cette moyenne, idéalement arithmétique, va nous permettre d'expliquer le phénomène. Ceci est bien la cause qui donne cet effet-là. Et sur base de cette expérience, mais aussi sur base d'un certain nombre de critères, je vais pouvoir déduire et quelque part aller même au-delà de la déduction, ça veut dire la généralisation. Nous ferons un certain nombre d'exercices en ce sens-là dans le cours de statistique. Deuxième méthode, la méthode D différentielle,
qui est relativement proche, on le verra sur le continuum qui va conclure ce premier épisode, très très proche de la méthode expérimentale. Pourquoi? Parce qu'on retrouve déjà un élément présent dans la précédente, basé sur de la mesure. Nous sommes donc dans l'univers quantitatif, quantitativiste. Les statistiques vont encore un rôle à jouer puisque les corrélations sont une manière de procéder à de la statistique. Nous n'en verrons pas tous, bien entendu. À l'inverse de la méthode expérimentale, la méthode différentielle va s'intéresser à la variabilité, ça veut dire à des conduites, des comportements, pourquoi pas, qui vont être variables. Là où la méthode expérimentale cherche le mode, la médiane, la moyenne, je vous l'ai dit tout à l'heure, la méthode différentielle va parfois rechercher la différence et pourquoi pas la diversité. Allons avoir comme résultat final, non pas une généralisation, mais une catégorisation, et une forme de catégorisation très conceptualisante d'ailleurs, c'est celui de la typologie. Typologie, ensemble dédié actif. Grand écart, vous avez vu ma main traverser l'espace interméthodologique. Je m'intéresse maintenant au C de clinique, méthode clinique. Alors, faites gaffe avec le mot clinique, il a plusieurs sens. Ici, on va considérer que ce que le sujet me dit est à considérer comme sa vérité et la notion de cas clinique va pouvoir apparaître. Alors, le mot cas clinique peut être perçu de différentes manières. Vous le savez dans votre exercice de soignant, un cas clinique, c'est quelque part quelque chose de singulier. Tout l'opposé de la généralité qu'on a évoquée avec notre première méthode, la méthode expérimentale. Dans la méthode clinique, on va beaucoup s'intéresser au récit, à la biographie, au langage, au contenu, on fera d'ailleurs de l'analyse de contenu en troisième année, et la quête de sens qui va être beaucoup plus qualitative, beaucoup plus subjectif. On pourrait quelque part caractériser les méthodes qualitatives de plus subjectivantes, mais alors il faut caractériser les méthodes les plus quantitatives comme objectivantes. Objectiver, transformer en objet, subjectiver, transformer en sujet. La réalité est probablement entre les deux, c'est ainsi qu'on va présenter le continuum. Méthode sociologique, S au début, S à la fin. Je vous dirai un tout petit peu plus tard pourquoi c'est la seule méthode qui est au pluriel. Probablement parce qu'elle est plus ambiguë, même si très volontairement aussi pour équilibrer mon continuum, je la place plus du côté qualitatif, qualitativiste bien entendu. Elle nous porte sur des questions qu'on a largement soulevées et donc des notions théoriques qu'on a déjà effleurées, que vous pouvez bien entendu creuser, des notions de groupe, d'identité, de communication, de représentation sociale, de conduite collective, puisque c'est probablement le mot qui va faire la différence entre la méthode sociologique la plus qualitative et la méthode clinique qui est très qualitative, bien entendu. J'aurais pu dire ici conduite individuelle, ici conduite collective. Il me reste celle que je mettrais en point d'équilibre, H, la méthode historique. L'histoire nous permet de consulter les traces de ce que nos prédécesseurs ont pu faire et donc quelque part retrouver un certain nombre de ces traces peut aider à comprendre ou à expliquer la réalité du présent, mais aussi se projeter dans l'avenir. La question du temps est bien entendu une notion fondamentale de cette méthode. Nous aurons l'occasion d'y revenir. Et le temps est quelque chose de malléable, c'est aussi quelque chose de très construit par l'humain, par l'humanité en tout cas, et qui va se baser sur un support essentiellement documentaire. Alors, on peut déjà aussi souligner que chaque méthode a ses particularités, mais un certain nombre de choses qui peuvent la mettre en relation avec sa voisine ou juste avant ou juste après. On va permettre par la suite, on en reparlera plus tard, certaines hybridations, certains bricolages, comme le disait Lévi-Strauss dans le noble sens du terme, bien entendu. Tous les bricolages ne sont pas possibles, bien entendu. Je rajoute les deux petits compléments. Là où il n'y aura pas vraiment de contenu matière fortement, c'est la méthode ou méthode par projet ou de projet. Il y a eu quelques épreuves intégrées qui l'ont utilisé, où il y a quelque part cette alternance entre la théorie et la pratique, des allers et des retours. On s'apparente quelque peu à de la recherche-action. Et puis la septième, vous avez en réalité déjà débuté cette méthode, qu'on appelle la méthode discursive. Je vous renvoie vers d'ailleurs la balise de delta de votre formation, là où on discute, là où on critique, là où on va chercher la thèse, l'antithèse pour faire synthèse, bien entendu, et vous avez probablement déjà lu ou rencontré ou entendu parler des preuves intégrées qui ne se sont constituées que
sur une méthode discursive. Il va de soi que si votre choix va à la méthode discursive, vous n'avez qu'une démarche conceptuelle. Alors le que est un petit peu mal choisi, puisque forcément la dimension conceptuelle, la dimension critique, la dimension introspective doit être beaucoup plus importante que si vous optez pour quelque chose de plus opérationnel avec l'une ou l'autre des 5 méthodes. Nous approchons la fin de cet épisode. Voici donc le continuum. Alors je vous donne les clés du code. Q minuscule pour quantité, quantitatif, hein, quantitativiste. Le Q majuscule, qualitatif. Bien entendu, nous sommes bien sur une vision paradigmatique. Sur ce curseur, puisque c'est bel et bien un curseur que vous allez faire voyager dans votre démarche opérationnelle de votre MESO-EI, 5 méthodes que nous allons successivement étudier, que vous allez successivement, dans l'ordre que vous voulez, étudier. Essayez justement d'équilibrer et de penser à la manière dont vous traitez ces 5 méthodes. Je reprends dans l'ordre, la méthode historique que je pose au centre. Du côté qualitatif, la méthode clinique est un tout petit peu décalée, la méthode sociologique. Les méthodes sociologiques, je vais pouvoir les placer puisque les méthodes sociologiques peuvent prendre parfois des apparences de méthode expérimentale qui est la plus quantitative, la plus quantitativiste. On reparlera de statistiques inévitablement. Et sa petite sœur ou sa petite cousine, je ne sais pas trop, un peu plus décalée, la méthode différentielle, pas décalée sur la question des outils, mais dans la finalité recherchée. Nous arrivons donc à la fin de notre épisode 0 sur 6. Les 1, 2, 3, 4, 5 vont se consacrer aux 5 méthodes. Je répète, vous les étudierez, vous les écouterez, vous les réécouterez, vous prenez des notes dans l'ordre que vous voulez. Nous organiserons une séance de débat, de questions et de commentaires sur ces 6 épisodes que vous allez découvrir au fur et à mesure. Je vous dis à bientôt, je vous dis surtout bon travail